Donc c'est le temps des analyses avec notre invitée Sherihan Al-Qamash, spécialiste, chercheuse dans les relations internationales, notamment dans la politique américaine. Vous êtes la bienvenue sur NAL TV International. Merci, bonsoir à vous, à tout le monde et merci de m'avoir aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup pour nous rejoindre au studio de NAL TV International. Et très rapidement, nous devons vous proposer, c'est un plaisir également pour nous, très rapidement, je dois vous poser quelques questions très importantes qui se sont circulées sur la scène régionale et internationale même. Premièrement, pourquoi de telles coordinations conjointes entre l'Égypte, qui est considérée comme le pilier de la sécurité et de la stabilité, avec les autres différentes monarchies du Golfe? Bon, on voit aujourd'hui beaucoup de mouvements pour les pays arabes, spécialement l'Égypte. On connaît bien sûr, d'après l'histoire, d'après la géopolitique de l'Égypte, le rôle principal de l'Égypte qui a eu toujours, d'après l'histoire, et aujourd'hui dans le futur, bien sûr, j'espère. Donc, il y a beaucoup de mouvements pour les relations internationales et pour la politique étrangère égyptienne et aussi l'arabe. On voit aujourd'hui beaucoup de défis dans la région, pour la région arabe et le Moyen-Orient, et bien sûr des défis internationaux. Il y a la hausse des prix, il y a problème d'énergie, il y a aussi l'inflation, donc il y a beaucoup de défis. Je suis sûre que les Arabes ou les pays arabes ont pris une décision d'être tous les pays arabes une seule main, de travailler ensemble. Donc on voit beaucoup des visites des personnages en autorité des pays arabes, comme le roi saoudien, comme le prince du Qatar pour l'Égypte. Et il y a des autres visites. Et aujourd'hui aussi, il y avait le Premier ministre... le ministre des Affaires étrangères plutôt des Émirats. Exactement. Donc, toutes ces visites, moi, je pense que ça va améliorer, bien sûr, les relations entre les pays arabes. Les pays arabes, oui, il y avait, bien sûr, problème avec Qatar, mais je pense que ce n'est pas le moment de parler des intérêts des nations ou des principes nationaux de chaque pays. Je pense qu'il y a maintenant... les Arabes, pas chaque pays par lui-même. Donc, je vois qu'une seule main, il y a des accords qui sont assignés, il y a des coopérations dans plusieurs défis. Donc, vous êtes convaincu qu'il y a des accords ou des compréhensions au niveau régional entre les différentes puissances et forces régionales, entre lesquelles il y avait des conflits et des intérêts contradictoires. Et ça avant même la visite de Joe Biden? Oui, bien sûr, c'est préparation. De mon point de vue, il y a une relation pour toutes ces visites dans ce moment-là. Avant Joe Biden qu'il aille à l'Arabie Saoudite en 2 semaines, je pense. Donc, toutes ces visites sont préparation. Je pense que dans ce moment ou en ce moment, c'est pas le moment d'avoir des problèmes avec les pays arabes. Parce que on doit apprendre la leçon très bien. Si il y a des guerres ou il y a des conflits entre les pays arabes, on perd. Mais s'il y a des accordations, des coopérations et des accords signés entre les pays arabes, on gagne. Donc tous les pays arabes, je veux dire la politique étrangère des pays arabes ont pris une décision de travailler ensemble, de signer des accords de coopération dans plusieurs filières d'énergie spécialement aussi l'énergie durable, aussi filières du commerce, de l'économie. Donc, il y a de nouvelles coopérations qu'on voit maintenant entre les pays arabes, ce qui force les pays arabes devant Joe Biden et aussi avant de lui rencontrer. Donc, d'après vous, encore une fois, vous trouvez qu'il y a de nouvelles conceptions, de nouveaux liens entre l'Égypte et les autres pays du Golfe, même la Jordanie, du point de vue économique, du point de vue sécuritaire, du point de vue stratégique? Je ne peux pas dire de nouveau, parce que ces relations entre l'Égypte et les pays du Golfe se resserrent plutôt exactement, de plus en plus. Ça renforce, ça devient plus forte, parce que je vois que il y a intelligence d'après les personnes ou les personnages en autorité maintenant en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi, aussi dans les autres pays arabes. On voit des jeunes, on voit de nouvelles mentalités. Les mentalités maintenant des Arabes, ça
ça ne veut pas seulement donner la chance aux États-Unis. On a besoin de vous, s'il vous plaît, sauvez-nous, par exemple, des groupes islamistes extrémistes. Non, vous avez besoin de nous aussi. Vous avez besoin de l'énergie. Et ça, bien sûr, a été bien vu et bien mentionné d'après le problème ukrainien et Russie. Si permettez-moi de vous poser une autre question. À quel point nous pouvons dire que la guerre russo-ukrainienne a donné plus de poids aux Arabes sur la scène internationale? Bon, les Arabes ont toujours un poids très grand pour les autres pays. Oui, sinon, ils n'allaient pas venir chez nous. Oui, mais dans un temps... Il y a une grande relation. Il y a une sorte de négligence de la part de grandes puissances mondiales où même ils n'essayent pas de prendre en considération dans l'équation internationale les Arabes. C'est seulement les Arabes qui sont toujours dans cette position de la réaction. Oui, exact. Et on a besoin Mais des cette fois-ci, États-Unis. on trouve qu'il y a une sorte d'initiative de la part de ces dirigeants arabes. Et c'est pourquoi, encore une fois, est-ce que cette guerre a redoré l'image ou a montré le poids des Arabes sur la scène internationale, ou c'est tout à fait le contraire? Non, c'est ce que vous avez vient de dire exactement, parce qu'on a l'énergie, on a le pétrole. L'Amérique maintenant, elle est toujours la plus grande consommateur de l'énergie au monde. Ce qui s'est passé je vais commencer l'histoire dès le début, depuis Obama par exemple. Obama, quand il est venu en autorité, il a se retiré du Moyen-Orient, il voulait sortir du Moyen-Orient. Ce qui a fait qu'il a laissé une vide politique, dans la vie politique, où il a laissé une vide au Moyen-Orient. Et ça a donné la chance aux groupes islamistes extrémistes de travailler sur scène ou d'être sur scène et faire bien sûr des problèmes dans les crises des pays arabes. Mais ce qui était ici le problème, c'est qu'il voulait se retirer, son stratégie, se retirer du Moyen-Orient. Il y a des analysateurs qui lui a appelé ou lui a donné le nom qu'il est un homme sans stratégie. Après Obama, on a dit que la personne ou le président après lui, Trump, il va utiliser une autre stratégie. Mais en fait, ce qui s'est passé, qu'il a utilisé en fait la même stratégie de sortir du Moyen-Orient. Et aussi, il est sorti aussi de l'accord avec l'Iran, nucléaire de l'Iran. Donc, ces deux présidents, ils ont laissé une vide, ils ont laissé la chance aux groupes islamistes, par exemple, d'être sur scène, ils ont laissé la chance à la Russie d'être dans le Moyen-Orient. Donc, ces stratégies d'être hors du Moyen-Orient, on a pensé aussi que Biden, quand il va venir, il va changer cette stratégie. Mais en fait, Biden, il a utilisé la même stratégie. Il voulait sortir du Moyen-Orient. Ce que lui a donné aussi la chance, il voulait se confronter la menace de la Chine comme Obama et comme Trump. Mais en fait, ce qui s'est passé, la guerre, on peut dire le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il n'a pas donné la chance à Biden de sortir du Moyen-Orient et il devrait retourner. En fait, vous avez suscité plusieurs points. Justement, je dois jeter plus de lumière sur chaque point. Par exemple, l'inflation qui frappe le monde entier, notamment les Américains, la hausse des prix de l'énergie, du carburant, du pétrole, les autres effets négatifs, économiquement parlant, de la crise de Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne, à quel point tous ces éléments ont poussé les grandes puissances comme par exemple les Américains, les Russes, les autres puissances régionales, à reconsidérer ces politiques envers, ou leur politique envers les Arabes du point de vue stratégique, du point de vue économique, du point de vue politique. Ils ont reconsidéré le pétrole. Et les pays du Golfe. Ils ont reconsidéré le pétrole. Par exemple, on pense maintenant que
Par exemple, les États-Unis, elles voulaient trouver quelqu'un pour remplacer la Russie, parce que la Russie, elle donne l'énergie et le pétrole à l'Europe. Et bien sûr, l'Europe ou les pays européens sont des alliances des États-Unis. Et les États-Unis, elle a eu sa force d'après ses alliances. Donc, elle ne peut pas perdre ses alliances. Ouais. Elle doit confronter aussi les menaces de la Chine, les menaces de l'Iran. Il y a 11 mois de négociations avec l'Iran pour retourner et signer encore une fois l'accord nucléaire iranien. Mais on ne peut pas dire maintenant qu'est-ce qui va se passer exactement parce que l'Iran, bien sûr, elle va se profiter de ce qui se passe maintenant parce qu'elle a du pétrole aussi. Donc, est-ce que les États-Unis, elle peut prendre l'Iran pour remplacer la Russie? Je ne pense pas que c'est possible parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires. Mais les pays arabes, peut-être, elle peut donner de l'énergie ou elle peut remplacer, mais pas tout le pourcentage que la Russie donne aux pays européens, mais on peut dire qu'elle peut remplacer un pourcentage. Ce pourcentage, il peut être support pour les pays europééens pour ce temps-là, parce que il y a déjà un problème de l'énergie. Il y a déjà la hausse des prix de l'énergie et commence à avoir des influences négatives sur le commerce des pays européens. Les usines ne peuvent pas travailler sans pétrole. Et les gens, c'est pas seulement hausse des prix de l'utilisation des citoyens à la maison, mais aussi la commerce. En fait, encore une fois, votre analyse nous a mené à d'autres questions très vitales. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des changements dans la manière avec lesquels les Américains, les Arabes sont tractés et est-ce que les Américains essayent, à travers notamment la prochaine visite prévue de Joe Biden ici au Proche-Orient, est-ce que les Américains essayent de faire bloquer les Arabes dans cette guerre qui se déroule actuellement entre les Occidentaux et la Russie sur le terrain ukrainiens? Bon, je peux parler de l'Égypte, que la politique extérieure de l'Égypte, c'est le non-alignement. On ne peut pas être avec quelqu'un au contraire de l'autre personne. Les intérêts. Exactement, les intérêts et ne pas entrer dans, on peut dire, la politique interne de n'importe quel pays. Mais ce que je peux dire que le poids que les pays arabes ont à cause du pétrole, il nous donne la chance de négocier avec Joe Biden, pas d'une façon mineure, mais d'une façon supérieure. Donc, toujours, les pays occidentaux et l'Amérique, ils avaient besoin du pétrole arabe. Et maintenant, c'est plus à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils ne veulent pas seulement, si je peux dire, et corriger cette information, ils ne veulent pas seulement le pétrole, mais aussi ils veulent avoir une sorte d'une circulation maritime plus facile. Ils veulent avoir un canal de Suez de plus en plus sécurisé, de plus en plus très vital dans ces crises mondiales. Et la commerce aussi. C'est pas seulement canal du Suez, mais aussi la commerce. Donc, il y a aussi le marché arabe, parce que le marché maintenant arabe, il vient de s'augmenter. Il y a des pays qui sont en train de faire de grands développements, comme l'Égypte. Par exemple, les grands projets nationaux que le président Abdel Fattah el-Sisi il fait. Donc, il y a des pays arabes qui commencent à être plus forts qu'avant. Il y a des pays arabes où il y a le marché, comme Israël par exemple, qui a travaillé maintenant, elle a commencé d'avoir des relations avec l'Émirat. Donc il y a le grand marché arabe et on peut dire que si on travaille aussi, tous les personnages en autorité des pays arabes travaillent ou faire des coopérations ensemble, on peut négocier, être devant Joe Biden par une façon supérieure et pas mineure. Oui. Comment vous estimez ou de quel œil vous trouvez la position ou la position plutôt d'Israël, de l'Iran, de la Turquie vis-à-vis de ce rapprochement entre l'Égypte et les pays du Golfe, entre même l'Irak et la Jordanie? Comment sont-ils ou sont-elles leurs positions? Je parle de ça à la lumière de... il y a des analyses qui veulent dire que l'Iran
œuvre à agresser de plus en plus les Arabes, alors que la Turquie, par exemple, montre de plus en plus souple envers les voisins arabes, au lieu de guerre, au lieu de conflits, et ça même à la lumière de ses intérêts qui ont été endommagés du point de vue stratégique, du point de vue économique. Et sa situation économique est dégradée de plus en plus à cause de Covid-19, à cause de la guerre russo-ukrainienne, et à cause même de ses besoins est très énorme de l'énergie. Bon, en fait, l'Iran, l'Israël, la Turquie, chaque pays pense à l'intérêt de son pays, pense qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce que vous allez nous donner. Donc, chaque pays cherche aussi la sécurité nationale de son pays. Donc, chaque pays, de ce que vous avez vient de mentionner, elle va avoir qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce que les relations avec les Arabes vont nous donner. Mais on peut dire aussi que toujours les pays arabes sont vus par les autres pays, que nous avons seulement du pétrole et il y a des problèmes entre les pays arabes. Mais ce qui se passe maintenant, on écrit l'histoire. Le président Abdel Fattah el-Sisi écrit une nouvelle histoire d'après la coopération avec les autres pays arabes. Je vois qu'il y a encore une fois le caractère national arabe. Je vois que ça vient prendre une nouvelle vie. Donc, ce caractère pour les Arabes, une seule main, la coopération dans plusieurs filières ou plusieurs domaines, l'énergie, l'agriculture, le commerce, l'économie, ça donne aux pays arabes la chance de confronter ou faire face aux menaces de n'importe quel pays comme l'Iran ou Israël ou la Turquie dans le Moyen-Orient. Si on travaille tout ensemble, on peut confronter toutes ces menaces et il n'y aura pas de Donc nous pouvons placer la visite effectuée par l'émir du Qatar en Égypte dans le cadre de ce que vous avez souligné. Bon, je veux dire que cette visite est spéciale parce que c'était la première visite formelle où, depuis 7 ans. Oui. Depuis 7 ans, depuis 2015. Donc, il y a beaucoup d'accords qui sont assignés. Il y a des investissements qatariens qui vont entrer en Égypte. Et ça, en fait, c'est un profit pour nous. Parce qu'il y a... Et pour eux encore, parce qu'ils essayent de préserver leur place ici dans l'économie égyptienne. Sinon, il y aura d'autres investissements qui vont être pompés par les différents pays arabes, notamment les monarchies du Golfe. Bon, la crise du Qatar avec les pays arabes et les pays du Golfe lui ont fait perdu beaucoup. D'après qu'ils ils ont demandé que les avions ne passent pas sur les pays arabes et ils ont perdu beaucoup. Ça rend bien sûr très cher la vie quotidienne des Qataris. Ils ont payé, oui, exactement. Ils ont payé beaucoup pour le transport et pour rendre les commerces d'un pays à l'autre. Donc ils ont perdu, n'ont pas gagné. Ils n'avaient pas que la Turquie seulement. En ce moment-là aussi, la Turquie, elle avait problème avec les pays arabes. Donc de tous je peux dire, la grande image, Qatar et la Turquie, ils voulaient avoir de bonnes relations avec les pays arabes parce qu'ils ont perdu. Donc, leçon ici que quand les pays arabes se rendent ensemble et se mettent d'accord ensemble, les autres pays perdent. Donc, d'ici vient la question, ou d'ici vient le point des alliances, des pays arabes ensemble. Donc, les États-Unis, elle a besoin de nous. Et les États-Unis, elle est fait comme une parapluie de sécurité pour les pays arabes, mais aussi elle a besoin du pétrole des pays arabes. Et c'est ça ce que je viens de vous dire, les nouvelles ou les jeunes qui forment le gouvernement égyptien, les jeunes qui ont une nouvelle ou différente mentalité que les gens en autorité dans les pays arabes avant, que si vous avez besoin de nous, on a besoin de vous et vous avez besoin de nous aussi. Nous sommes des partenaires. Oui, exactement. Nous sommes des partenaires. Donc, il n'y a actuellement, la donne a changé. Mineur ou supérieur. Exactement. La donne a changé entre il y a des intérêts. les Arabes et les autres grandes puissances, que ce soit régionales ou internationales. Donc, j'ai une question à vous proposer, mais après ce petit reportage de Dalia Karam, qui va donner plus d'explications à nous, aux chers téléspectateurs, en ce qui concerne ces efforts économiques, bien sûr de la part des pays des monarchies
chiites du Golfe afin de soutenir, de consolider, de renforcer de plus en plus l'économie égyptienne. Dont la prochaine visite qui sera effectuée par Joe Biden ici au Proche-Orient, c'est le dossier nucléaire de l'Iran. À cet égard, on trouve que l'Union européenne et l'Iran ont annoncé hier une reprise dans les prochains jours des pourparlers sur le dossier nucléaire suspendu de plus de 3 mois. Et c'est à l'occasion d'une visite surprise à Téhéran du dirigeant européen Joseph Borrell. Il s'avère que cette crise énergétique rend les Européens de plus en plus dans une situation, si je puis dire, très urgente pour avoir plus d'énergie. Donc, à quel point vous trouvez que la solution ou si je peux dire, l'accord nucléaire qui va être trouvé pour les Iraniens va porter nuisance ou va faire nuire aux intérêts des Arabes stratégiquement, économiquement, énergétiquement? Bon, pour répondre, je dois tout d'abord retourner au temps du Trump qui est sorti de cet accord. Parce que cet accord, il y avait je peux dire, des points qui ne sont pas convenables pour Trump. Par exemple, ça n'a pas inclus le problème des fusées balistiques. Ce n'est pas inclus les groupes islamistes extrémistes qui font des problèmes dans les autres pays arabes, dans les crises des pays arabes, comme les Houthis dans le Yémen. Aussi, il y avait beaucoup d'autres points. Il y a des sanctions que les États-Unis ont influé sur l'Iran à cause de ça. Lui a demandé de ne pas donner ou de ne pas, comment dire, commence pour le pétrole ni certaines matières premières. Donc, on peut dire que pour vous répondre, les pays arabes, en ce moment-là, il y avait des situations différentes. Premièrement, par exemple, je peux parler de l'Égypte. L'Égypte, elle veut signer encore une fois cet accord parce qu'il y a deux raisons. Premièrement, pour donner la chance à l'Égypte de dire qu'on ne veut pas des armes de destruction fusées au Moyen-Orient. Donc, pourquoi Israël a aussi des armes nucléaires? Donc, elle va donner la chance à l'Égypte, par exemple, de provoquer 7 points. Deuxièmement, que ça marche, bien sûr, et ça convient avec la politique extérieure de l'Égypte, c'est d'avoir la paix dans le Moyen-Orient ou dans la région. Pour des autres pays arabes comme l'Arabie saoudite, elle n'a pas aimé que tout d'abord de signer cet accord, ni quand quand les États-Unis ont sorti de cet accord, parce que il y a problème pour l'Arabie saoudite d'après le Houthi à Yémen, et d'après ça, elle a essayé d'être on peut dire supporter lui-même. Elle a acheté beaucoup des armes des autres pays. Elle est devenue le pays qui achète le plus au monde des armes. Donc, il y a des autres pays arabes qui ont pensé que non. L'Amérique doit signer encore une fois cet accord à cause que ça va donner le pays où ça va diminuer, on peut dire, les armes de destruction usées au Moyen-Orient. Donc, oui. En fait, toujours le grand titre affiché par ces visites mutuelles effectuées par les dirigeants arabes cherchant la stabilité régionale. Exactement. Et dans ce cadre, on trouve que après la visite effectuée par le monarque jordanien ici en Égypte, il a fait des déclarations très importantes à la presse étrangère. Il y a des paroles ou des pourparlers en ce qui concerne la création d'un État ou de la création d'un OTAN arabe. Si oui, quel est le but de ce bloc militaire ou stratégique des Arabes? Bon, le NATO arabe, il a commencé aussi dans le temps de Trump, mais il voulait que les Arabes faire face aux menaces de la Russie, de l'Iran. Mais est-ce que Biden, quand il vient après 2 semaines, il voulait faire encore une fois le NATO arabe? Pourquoi? Pour faire face à quelle menace? À Téhéran, la menace de Téhéran ou la menace de la Russie?
Mais les pays arabes, ils ont aussi ils sont des alliances ou ils ont des relations en commerce avec la Russie. Donc, je ne pense pas que ça va avoir place, le NATO arabe, encore une fois, parce que quand c'est passé au temps de Trump, l'Égypte n'a pas, elle est sortie, elle n'est pas allée pour les réunions et ça n'a pas continué. Est-ce que au moment-là, avec tous ces défis que Joe Biden il fait face intérieur, comme le chômage par exemple aux États-Unis, la hausse des prix, et la hausse des prix de l'énergie et les défis internationaux pour tout le monde, est-ce que c'est le bon moment que les pays arabes font un accord ou font une réunion pour faire face à un autre pays et avoir de conflits avec? Je ne pense pas. Ouais. Ma dernière question, à quel point vous trouvez que c'est le bon moment pour les Arabes d'arriver à une intégration économique régionale entre eux? C'est le bon moment. Et c'est le moment convenable. Tout le mouvement de la politique extérieure égyptienne et des pays arabes, c'est le bon moment d'avoir une coopération de tous ensemble dans plusieurs filières, spécialement l'énergie et l'énergie durable. Je pense que c'est le bon moment d'avoir une coopération dans toutes les filières parce que les pays arabes commencent d'être plus forts. Les pays arabes, il y a des pays arabes comme l'Égypte où on fait reconstruire de notre pays et je veux remercier bien sûr le président Abdel Fattah el-Sisi, son gouvernement. Ils font la volonté du peuple égyptien. Exactement, le peuple. Parce que je suis avec vous maintenant. Vous respectez les jeunes. Est incarnée par des accomplissements réalisés par l'État égyptien sous la présidence du président. Donc le citoyen égyptien, le citoyen arabe. Je crois que c'est le même sentiment. Est partagé par les autres citoyens arabes. L'Égypte se montre de plus en plus en tant qu'un exemple à suivre au niveau africain. Le caractère national arabe. Je n'ai plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous donner plus d'analyses en ce qui concerne plusieurs points qui touchent la scène régionale et internationale. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier, notre grande analyste spécialiste bien sûr dans les relations internationales, notamment les relations américaine et extérieure, bien sûr, Chérine Al-Qamash. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de me donner la chance d'être aujourd'hui avec vous dans ce sujet très intéressant pour moi. Et merci à tout le monde qui nous a suivis aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée à vous. Et donc, je dois vous dire bonne soirée. Et c'était tout pour cette édition. Mais avant de vous laisser, ou même avant de vous dire au revoir,